down. Salut les terriens du Somni, bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Yann. Très bien, Thierry. Alors, vous décernerez tout à l'heure vos fameux Moix d'or, les récompenses qui peuvent faire mal, vraiment mal. C'est quoi le thème de la semaine? Les couleurs, les choses qui me rendent triste ou gai, c'est-à-dire choses qui me rendent vert, blême, noir de rage, rouge de honte. Ah, très bien, Ouais. j'adore les couleurs, thèmes. comme ici, il y a des C'est une couleurs. couleur, blême? Oui. Disons que nous, les écrivains, nous avons sur notre palette davantage de couleurs que les humoristes. Et voilà, prends-toi ça dans ta gueule. Aïe, Je vois l'esprit. Palette, balance ton porc. Non, je vois tout à fait l'esprit. Et maintenant, c'est l'heure de la battle. Battle de ce soir, grand débat national. L'immigration est-elle un sujet tabou? Avec Juliette Méadel, Thierry Henry, Alexandre Delval et Jordan Bardella. Juliette Méadel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre et fondatrice de l'association L'Avenir n'attend pas. Bienvenue parmi nous, Juliette. Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Bienvenue parmi nous. Alexandre Delval, vous êtes consultant en géopolitique, professeur à l'IPAG. Votre dernier livre, La stratégie de l'intimidation aux éditions de l'Artilleur, est toujours disponible. Bienvenue parmi nous. Jordan Bardella, vous êtes tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Bienvenue parmi nous. D'abord, l'édito de Blaco, Magnéto Serge. Faut-il un grand débat sur l'immigration? Dans son discours du 10 décembre, Macron a dit oui. Je veux aussi que nous abordions la question de l'immigration. Ensuite, Matignon a semblé dire non en retirant le sujet du débat. Et finalement, dans sa lettre aux Français, Macron a dit pourquoi pas. Bref, l'immigration est un sujet embarrassant car c'est le thème de campagne préféré de Le Pen et nous sommes à la veille des élections européennes. Je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire. Le paradoxe, c'est que la crise migratoire est en passe d'être maîtrisée. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en 2015, 1 200 000 migrants sont entrés en Europe. L'an dernier, il n'était plus que 120 000, 10 fois moins. Pourtant, le problème est loin d'être réglé. La population de l'Afrique va doubler d'ici 30 ans et des millions d'Africains seront tentés de rejoindre l'Europe. Alors, que faire ? On pourrait croire que la droite rejette les migrants, tandis que la gauche voudrait les accueillir. En fait, c'est pas si simple. Par exemple, en 2015, Pierre Gattaz, patron du MEDEF, présentait l'accueil des migrants comme une opportunité pour la France. Tandis qu'à gauche, Mélenchon était beaucoup plus réticent. Si vous lisez Jean Jaurès, si vous lisez tous les penseurs du socialisme, ils ont toujours dit « vous vous servez de l'immigration pour abaisser le coût des salaires ». Pas étonnant qu'en Italie, la gauche populiste partage désormais le pouvoir avec l'extrême droite. Ce mois-ci, Salvini a encore refusé d'accueillir un navire humanitaire qui transportait 47 migrants. Résultat, après 10 jours de bras de fer, il a obtenu que ces migrants soient répartis dans 7 pays européens. Une fermeté qui lui réussit, puisque son parti de la Ligue est en tête des sondages en Italie. Alors forcément, quand Juliette Méadel propose à tous les Européens de se donner la main pour financer un plan d'accueil des migrants, on est sceptique. Selon un sondage de la Commission européenne, l'immigration est désignée par 40% des Européens comme le principal problème de l'Union. Manifestement, il est loin le temps où la photo d'un petit migrant syrien noyé sur une plage avait ému les Européens qui étaient prêts à ouvrir leurs bras aux réfugiés. Voilà, c'était l'édito de Blaco, mise en image de Julien Gras. Voilà. Alors, rebonsoir. Rebonsoir à tous. Alors, l'immigration ne fait pas partie des 4 thèmes du grand débat national, mais c'est pourtant l'une des préoccupations principales des Français. Emmanuel Macron, dans sa lettre aux Français, parle
d'objectifs annuels d'immigration, c'est-à-dire des quotas, histoire de dire que le sujet n'est pas tabou. Macron exclut les demandeurs de droit d'asile et l'immigration familiale. En fait, il ne parle que de l'immigration étudiante et professionnelle. Hein. Oui, donc alors, les quotas, en fait, touchent pas grand monde. Il faut regarder dans les détails ce que ça voudrait dire, appliquer des quotas. L'immigration étudiante ou la migration de savoir, c'est quoi? C'est 80 000 personnes par an, et il y a un grand consensus de toutes les universités pour faire venir des étudiants internationaux. Et pour le reste, la migration économique, c'est 27 000 personnes par an. Et donc, si on veut appliquer des quotas sur 27 000 personnes par an, ça ne sert à rien. Alors, Alexandre Delval, finalement, est-ce que le débat aura lieu ou pas là? Non, le débat n'aura pas lieu. Il n'a pas eu lieu, puisque, rappelez-vous, le 18 janvier dernier, la maire de Montauban, qui est une femme qui vient des LR, républicains, ex-députée UMP, absolument. Elle n'est pas connue comme étant fasciste ou xénophobe ou raciste. Et elle a dit, dans ma ville, il y a des problèmes d'immigration, d'insécurité. Et le fait qu'elle ait fait ce lien a été jugé scandaleux. Et elle a parlé de l'immigration massive qui fait partie des doléances dans le grand débat national. Apparemment, elle a outré tout le monde. Je ne sais pas si c'est vrai, ce tout le monde, parce que 70% des Français pensent comme elle. Donc le grand problème de ce débat, c'est que finalement, nos élites, peut-être armées de très bonnes intentions, jugent le peuple, la populace, finalement vulgaire et avec des instincts qui risqueraient d'être dangereux, donc depuis des années. Et à mon avis, c'est ça qui fait monter le populisme. De ne pas donner la parole au peuple. Si on interdit au peuple de se prononcer sur l'avenir de sa propre démographie, de sa propre population, comment voulez-vous que ça ne paraisse pas suspect? Et donc, en fait, il y a des élites, effectivement, que j'appelle les élites immigrationnistes. Il y a aussi des lobbies anti-État. Moi, j'ai lu les rapports de nombreuses ONG qui refusent d'obéir aux gardes-frontières en Italie ou ailleurs. Elles écrivent noir sur blanc que l'État, même s'il a des lois, il faut désobéir à ces lois. Fabrice Leggeri, il faut lire ses propos. Il a dit récemment que c'est scandaleux ce qui se passe. Ces ONG sont les complices des passeurs, les complices de réseaux criminels extrêmement dangereux, qui sont d'ailleurs les mêmes flux, les mêmes routes que celles des terroristes. Donc en fait, ces courbes sont liées entre elles. Alors Jordan Bardella. Moi j'ai quand même le sentiment qu'on veut faire passer ce sujet, qui est pourtant un sujet majeur, sous le tapis. Voilà, c'est-à-dire qu'au début on nous a dit on va parler d'immigration, et en fait on l'a mis dans une sous-case du grand débat. Moi, je crois que c'est un sujet qui fait peur Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron, il n'assume pas sa politique, il n'assume pas le fait d'être un immigrationniste, il n'assume pas le fait d'avoir, par exemple, augmenté le budget qu'on alloue pour l'accueil des migrants, et en même temps d'avoir, par exemple, gelé les pensions de retraite. Hein, c'est un choix dont on peut discuter, c'est un choix politique qu'il a décidé d'acter. Et puis parce que je pense que c'est une crainte qui est partagée par beaucoup de gens. Moi, je ne crois pas que ce soit un sujet qui divise. Je crois que c'est au contraire un sujet qui rassemble les Français. Quand vous avez 70% des Français qui considèrent qu'aujourd'hui, on a accueilli beaucoup trop d'étrangers dans notre pays, et que compte tenu de la situation économique, compte tenu de la situation sociale, compte tenu de la situation culturelle, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je suis élu dans ce territoire, et on peut se rendre compte assez vite que l'immigration n'est peut-être pas la chance qu'on nous a vendue. Plus on va vouloir étouffer le débat, moins on va vouloir effectivement mettre l'immigration sur la table. Eh ben, plus des partis qui dénoncent tout cela, plus des partis qui portent les revendications du peuple vont arriver au pouvoir. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande majorité d'Européens partagent cette volonté de rétablir des frontières nationales, de protéger leur identité et de mettre fin à une immigration qui coûte beaucoup d'argent au peuple. Pierre ? Je dirais à M. Bardella que si on appliquait les mesures que son parti aujourd'hui réclame, il ne serait pas entré sur le territoire. Ses parents ne seraient pas entrés sur le territoire. Alors il faut un petit peu se calmer autour de ces questions. C'est sa mère qui est italienne. Hein. Oui, très bien. Et l'immigration n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est toujours une question dont il faut débattre. Il faut parler des problématiques d'intégration. Je pense que nous n'en avons pas assez parlé depuis près de 30 ans, qu'il y a un devoir d'hospitalité de notre pays, mais dans lequel les personnes accueillies doivent s'inscrire dans un pacte citoyen, qui est le respect absolu de nos valeurs, l'égalité homme-femme, la laïcité. Voilà. Juste une précision, l'Italie, c'est l'Union européenne. Hein. Juste une précision. Oui. Et c'est l'Italie qui, aujourd'hui, de M. Salvini, qui défait l'Union européenne, ce continent. Dans l'Union européenne, il y a la libre circulation. On ne peut pas comparer l'Italie avec des pays extra-communautaires. Et l'Union européenne, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas la même civilisation. 70 ans, nous a permis de vivre en paix. Voilà. Et c'est une Donc voilà, ne mélangeons pas tout, Union européenne, pays extra-européens. Ce n'est pas les mêmes lois, ce n'est pas les mêmes pays, ce n'est pas les mêmes civilisations. Mais je pense qu'il faut d'abord mettre des termes très précis sur les mots de l'immigration.
lorsque l'on emploie le mot immigration, en réalité, on dit tout et à peu près n'importe quoi. Il y a des personnes qui arrivent dans notre pays et qui sont des réfugiés, qui fuient des persécutions, que l'on doit accueillir en vertu d'une convention qui s'appelle la Convention de Genève. Et par ailleurs, il y a des migrations légales. Est-ce que l'on va interdire à nos compatriotes demain de se marier avec des non-européens ? Bien sûr que non, on ne va pas mettre des quotas sur la bourre. Mais le problème, monsieur... Alors, non, attendez. Alors, justement, les gens qui sont en situation de détresse. Oui, bien sûr. Mais Est-ce qu'il n'est pas naturel, quand on est français, de leur donner un asile? Mais c'est eux qui payent le prix de cet immigrationnisme. En 2017, 400 000 personnes entrent sur le territoire français, donc une majorité d'extra-européens. Où êtes-vous allé chercher c'est l'INSEE, désolé. Si on rajoute les mineurs non accompagnés... Non, alors vérifiez, j'appelle tous nos éditeurs à vérifier. Alors vérifions. C'est Gourevitch également qui l'a corroboré. Et c'est l'INSEE et c'est Michel... C'est l'INED, Michel Tribala, c'est l'INSEE et c'est Gourevitch. Trois sources différentes. Je m'excuse, si on rajoute tout, y compris les migrants mineurs non accompagnés... Est-ce que les gens qui sont en situation de détresse, il n'est pas naturel que la France... C'est un droit d'honneur d'accueillir... 90% des gens qui viennent aujourd'hui viennent pour des raisons économiques. Voilà, il faut regarder les chiffres. La France... La plupart des clandestins qui viennent, qui sont soi-disant des réfugiés... Ça, c'est les infox que vous avez l'habitude de diffuser. Monsieur, 96% c'est Gérard Collomb, 96 maintenant. Et à la fin de l'émission, ça sera 98 au fond, madame, ce n'est plus vous. Voilà. Le problème, c'est qu'on accueille chaque année, si vous voulez, 250 000 personnes de manière légale. C'est-à-dire, on accueille peu ou prou l'équivalent de la ville de Bordeaux. Oui, et vous voulez les diviser par 10. Je peux finir Votre programme, c'est les diviser par 10. Jordan. On accueille, la France a connu le nombre record de demandes d'asile, 125 000 demandes d'asile sur l'année 2018. On avait déjà passé le record de 100 000 l'an dernier, plus tous les clandestins. Bon, ça fait beaucoup de monde. Bon. Oui. Dans un pays où vous avez 10 millions de pauvres, où vous avez 6 millions de chômeurs. Moi, la question et pourquoi vous opposez les uns et les autres? La question que je pose aux bien-pensants comme vous, qui nous donnez des leçons sur l'accueil, mais qui ne prenez jamais un migrant chez vous, parce que vous donnez toujours des leçons d'accueil, mais l'accueil, c'est toujours chez les autres, c'est jamais chez vous. Qu'en savez-vous? La question que je vous pose, moi, c'est ces gens qui arrivent, nombreux, qui certes fuient des situations parfois difficiles. Comment est-ce qu'on les loge? Quels emplois on leur donne? Où est-ce qu'on scolarise leurs enfants? Ce que ces messieurs ne mentionnent pas du tout, et qui est quand même unanimement reconnu, c'est que nous avons des besoins. Par exemple, quand vous allez dans des EHPAD et que vous regardez qui s'occupe de nos grands anciens, quand vous regardez aussi qui sont dans les restaurants, qui est-ce qui fait ce travail qu'un certain nombre de Français ne veulent pas faire. Vous avez aujourd'hui 200 000... Je vous ai écouté attentivement, donc je vais juste essayer de dire quelque chose. Vous avez aujourd'hui 200 000 offres d'emploi non pourvues. Et il y a des secteurs dans le bâtiment, dans la restauration, dans les services à la personne, qui sont essentiellement pourvus par des personnes qui sont des immigrés. Promenez-vous, allez voir ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas dit qu'il fallait accueillir toute la misère du monde. On va essayer d'en prendre notre part. Avant de passer donc aux propositions de Juliette Ménadel, Yann, vous aviez envoyé une lettre à Emmanuel Macron au sujet des violences commises envers les migrants. Est-ce qu'il vous a répondu? Oui, par une sorte de pirouette, disant qu'en fait, c'était des élucubrations. Mais ça ne m'a pas tellement étonné. Le problème que je vois là, Thierry, si je puis me permettre, c'est la première fois dans cette émission que je trouve que le sujet de Blacko n'est pas bien fait, alors que je le trouve toujours extraordinairement bien fait. Car là, nous parlons à la fois de l'immigration et du problème des immigrés et du problème des migrants, c'est-à-dire des exilés. Or, ce sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et le fait qu'on les mette dans la même conversation me gêne un petit peu, mais bon, c'est comme ça. La chose est la suivante, c'est que les Allemands ont inventé une sorte de mot génial qui résume cette conversation qu'on avait déjà d'ailleurs au XIXe siècle. Au XIXe siècle, sur les Italiens et sur les Polonais et sur les Marseillais, chacun aurait pu sur ce plateau trouver son avatar. C'est à la virgule près les mêmes conversations. On dit il y a des zones de non-droit maintenant à Marseille, il y a des types qui font des pizzas de jour comme de nuit. Des pizzas, c'était considéré. C'est d'ailleurs pour ça que monsieur vous a rappelé vos origines italiennes. C'est qu'à l'époque, l'Italie est effectivement un autre cosmos qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et les Allemands ont inventé un mot assez génial. Fremde en allemand, ça veut dire l'autre. Ils ont inventé le mot de Überfremdung. Über, ça veut dire dépasser un seuil. Et donc, il y a effectivement, dans toutes les sociétés, à un moment donné, surtout quand elles vont mal, une sensation. Cette sensation, c'est la sensation qu'il y a trop d'autres, que le seuil d'acceptabilité de l'autre a été outrepassé. Et on s'aperçoit qu'il y a toujours une corrélation entre les moments de crise, les moments de malaise, les moments de déprime et cette sensation de trop. Et je crois que finalement, les économistes,
l'extrême droite, l'extrême gauche, qui la récupère aussi à sa manière, les associations, tout le monde fait feu de ce bois-là, qui est que quand le malade est alité, alors il a l'impression qu'il y a plus de microbes qu'il y en a d'habitude. Non, je voudrais juste préciser, Président, je pense que pour dépassionner le débat, l'immigration n'est ni mauvaise ni bonne. Il y en a qui pensent qu'elle est tout à fait bonne toujours, que le migrant est la nouvelle figure christique, que tout le monde devrait accueillir. D'autres qui pensent qu'il faut les rejeter tous. On est ici, même vous d'ailleurs, un peu d'origine italienne. Donc bien sûr, c'est pas ça le problème. Il y a une bonne immigration. C'est très simple à décider qui est le bon immigré. C'est celui qui vient, qui respecte les lois du pays d'accueil. Le mauvais immigré, c'est celui qui importe sa culture et même qui va intimider les autres en les traitant de racistes parce que je vous ai pas coupé et qui va importer dans des quartiers des mœurs, par exemple, des mœurs islamistes. Respectent la France. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Est-ce que vous pensez que le Français que vous pensez incarner respecte la France? Oui, absolument. On dirait une boîte de nuit. Toi oui, toi non. Mais voilà. Toi Oui, non. mais exactement. Toi, j'ai une bouteille. Oui. J'ai une bouteille. Il faut un videur humaniste, il faut un Oui. profiler humaniste qui sélectionne le bon immigré et qui dit à celui qui vient avec ses mœurs, avec son islamisation, avec sa charia. Non, mais on est tous d'accord pour dire qu'il faut refuser les gens qui viennent importer la charia. Oui, absolument. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Voilà. Alors, Juliette Mel, donc votre association L'Avenir n'attend pas a proposé la semaine dernière une dizaine de propositions concrètes pour l'accueil des réfugiés. La politique migratoire aujourd'hui ne satisfait personne. Une partie des Français trouve qu'elle est trop ferme, d'autres qu'elle est trop humaine. La réalité, c'est qu'on en a tous honte. C'est-à-dire qu'on n'est pas content. Les images de votre reportage le montrent très bien, du petit Elan, à l'échec de la politique migratoire en Europe, dont on sent bien qu'en fait, l'Europe ne maîtrise rien. L'Europe doit avoir la maîtrise de ses frontières. L'Europe doit avoir la maîtrise de sa souveraineté. La France toute seule ne peut pas le régler. En revanche, moi, je veux une Europe forte. Une Europe qui soit capable de dire « Nous avons Frontex, nous allons remettre des moyens pour avoir de véritables gardes aux frontières et nous aurons nos propres critères. » Alors, on crée un corps de policiers européens. Donc vous les mettez où? Vous les mettez aux frontières de l'Europe? Aux frontières de l'Europe. C'est-à-dire renforcer. En fait, il faut qu'on soit plus fort dans l'espace Schengen. Donc c'est cette zone-là qu'il faut préserver. Frontex, il n'y a pas assez de moyens. Il faut beaucoup plus d'argent pour Frontex. Il faut rajouter aussi des moyens pour la police aux frontières, mais avec une dimension qui n'est pas que la répression, avec aussi une dimension d'accompagnement des migrants. Oui, mais enfin, vous avez des femmes avec des enfants. J'imagine que Jordan Bardella va nous dire que autant les mettre à la frontière de la France, ça sera plus simple, non? Ben, moi, Le corps de policiers. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est que l'espace Schengen, c'est la libre circulation à l'intérieur et ça devrait être la protection à l'extérieur. Or, aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne sont de véritables passoires. Le problème, c'est que l'idéologie aujourd'hui de la Commission européenne, c'est d'accueillir un nombre toujours plus important d'étrangers et d'immigrés dans les États-nations. La Commission européenne qui menace parfois les États-nations de sanctions lorsque les nations se refusent à accueillir des migrants. Moi, si vous voulez, je considère qu'aujourd'hui, les États-nations doivent retrouver des frontières nationales. Parce qu'on a vu notamment en matière de terrorisme que parfois les terroristes passaient de la France à la Belgique, en fait, ça veut dire en rétablissant notamment des douaniers. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut évidemment renforcer les moyens qu'on donne à Frontex, parce qu'aujourd'hui, donc Frontex, qui est l'agence chargée des frontières extérieures de l'Union européenne, a des moyens qui sont totalement dérisoires, et donc il faut évidemment renforcer les moyens qu'on donne à Frontex. C'est là que je ne vous suis plus du tout. Parce que si on vous entend bien, vous voulez mettre en gros un douanier tous les 5 mètres à la frontière française, ce qui est totalement je veux remettre irréaliste. des portes à la Maison France. Ce qui est totalement... Donc, des portes à la Maison France, mais il ne vous a pas échappé que la France a des frontières de plusieurs natures. Il y a des frontières terrestres, il y a des frontières maritimes. En gros, la France est ouverte aux 4 vents. Et donc, nous n'allons pas ériger des murs comme Trump le fait avec le succès qu'on connaît aux États-Unis. Donc, nous n'allons pas construire un mur de l'Atlantique tout autour de la France. On peut vous dire quand même qu'aux frontières de l'Europe, avec votre Frontex amélioré, vous n'allez pas mettre des murs non plus. Mais certainement pas. Mais en revanche, nous allons mettre des moyens et il se trouve que nous serons plus nombreux puisque nous sommes 27 et qu'à 27, nous pourrons nous partager la charge de la gestion de ces frontières. Pierre-Henri. Oui, moi je pense que d'abord, il faut unifier les règles au sein de l'Union européenne. Et par exemple, construire un régime d'asile européen commun. Vous dites tous, il faut que l'Europe. L'Europe, je suis désolé, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe. L'Europe, c'est une catastrophe. Attendez, il est très difficile d'avoir une politique coordonnée. Donc moi, je suis pour des coopérations renforcées avec les principaux pays d'accueil. Il faut savoir que dans l'Union européenne, vous avez aujourd'hui 8 pays qui accueillent 85%, par exemple, des demandeurs d'asile. Et c'est avec eux qu'il faut travailler sur cette question. Jordan, ça fait 30 ans qu'on vend l'Europe forte aux Français, qu'on nous explique qu'on va créer une Europe forte avec des frontières qui protègent, etc. La réalité, c'est que Salvini, en Italie, est arrivé
d'arriver au pouvoir parce que parce qu'il faut entendre l'avis des peuples. Voilà. Il faut entendre l'avis des peuples en Europe qui décident et qui se disent que l'immigration n'est pas la chance qu'on leur vend et qui souhaitent protéger leur identité. Et Matteo Salvini, en Italie, il a réussi à faire baisser de 65% les demandes d'asile dans son pays en quelques mois. Il a réussi à faire baisser de 95% les débarquements parce qu'il a mis en place une politique dissuasive d'immigration. Il a dit à ces personnes, vous fuyez peut-être des situations difficiles, mais ne venez pas dans mon pays parce que vous n'aurez pas d'aide sociale, parce que vous ne serez pas régularisés, parce que nous ne scolariserons pas vos enfants de manière gratuite, parce que nous n'en avons pas les moyens. Et résultat, les débarquements ont baissé. Et résultat, on a fait baisser dans la Méditerranée de 50% le nombre de morts. C'est le chiffre qui est donné par les Nations Unies. Il est vrai que l'Italie s'est retrouvée abandonnée par l'Europe. Il est vrai que l'Italie a été 700 000 migrants sur leur côte depuis 2013. Il est vrai que l'Italie a été obligée de gérer toute seule et qu'aucun des pays européens n'a fait preuve de la moindre solidarité. Ça a été une tragédie, y compris, regardez sur la question d'Aquarius. L'Aquarius, ce navire humanitaire qui est... Mais la France n'en a pas voulu. Mais la France ne lui a pas donné son pavillon. Mais absolument, personne ne lui a donné son pavillon. On va pas faire le jeu des mafias. Mais qu'est-ce que c'est l'Aquarius? C'est juste l'application de nos engagements internationaux qui disent quoi? Que vous êtes en mer, il y a quelqu'un qui se noie. Vous devez le sauver. C'est une obligation. Vous allez chercher à 20 km des côtes qui viennent. Justement, votre proposition numéro 4, Juliette Méadel, donc c'est la création d'un pavillon européen pour les bateaux humanitaires. Donc, parce que l'assistance en mer, évidemment, c'est légal. On est obligé. Mais c'est plus que légal. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est humain. Nous l'avons signé dans toutes les conventions internationales. Absolument. Maintenant, le dernier point des propositions de Juliette Méadel, c'est d'assortir les titres de séjour d'un droit de travailler et d'étudier. Il y a une situation qui est complètement ubuesque. C'est que quand les migrants arrivent et qu'ils font les formalités de dépôt pour demander un droit d'asile ou autre un droit de séjour, pendant des mois, ils sont inactifs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des mois où, d'abord, eux-mêmes, ils se désespèrent. Par ailleurs, certains, parce qu'évidemment que les migrants sont comme tout le monde, il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui ne le sont pas. Eh bien, donc il y en a certains qui commettent des délits. Donc l'idée, ce serait de donner un droit de travailler, non, tout simplement, d'abord d'apprendre le français, parce que ça permet de faciliter l'intégration, et puis parce que c'est aussi une richesse. Et donc, c'est considérer que, oui, à partir du moment où ils sont sur le sol français, en attendant leur papier, ils ont le droit de travailler. Ça ne peut qu'être positif à mains égards. Travailler, étudier. Alexandre Delval. Les chiffres, il faut les connaître. Entre 25 et 30% de Français ont des origines étrangères. Et depuis une trentaine d'années, le nombre de Français d'origine étrangère qui sont issus de l'Afrique musulmane, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre de Chirac, un ancien conseiller ministre de Azouz Bega. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est bizarre, ça fait depuis 1990 qu'on est 5 millions. On n'a fait aucun enfant, aucun autre immigré musulman nous a rejoints. Non, mais c'est ça qui fait monter les populismes. Si on nous fait croire la sornette que depuis 1980, est-ce que je peux parler? Je répète, depuis 1990, il n'y aurait pas eu un seul musulman qui aurait fait ni un enfant, ni rejoint par un autre immigré musulman. Et alors, ça, c'est ce qu'on nous dit. Musulmanie, non, c'est ça. Parce qu'ils ne font pas d'enfants. C'est ça. Je vous pose la question. Vous êtes en train de dire. Azouz Bega posait la question. C'est Azouz Bega qui regardait l'émission. Je connais il posait la question. Est-ce qu'on a fait aucun enfant? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce qu'il n'y a eu aucun musulman en plus depuis 1990? Sachant que la majorité des immigrés viennent des pays musulmans, oui, il y a un problème. Je connais des citoyens français qui peuvent être de religion musulmane et qui ne posent aucun problème. Le problème n'est pas l'immigration. C'est une immigration qui est exclusivement tournée vers une zone civilisationnelle. Il faut diversifier. Il faudrait des quotas pour privilégier des gens qui viennent de civilisations beaucoup plus compatibles, amis à la nôtre. Vous faites une fixation sur les musulmans parce que pour vous, c'est... Mais quel est le problème numéro un? Pour vous, c'est des islamistes. Vous pensez que les Français ont peur de l'immigré vietnamien? Pour vous, c'est des islamistes en devenir. Mais il y a plein de musulmans qui sont tout à fait fréquentables. À Seine-Saint-Denis, les non-islamistes sont persécutés dans les banlieues françaises, et pas uniquement de Marseille, comme on dit tout le temps. Mais ce qui est incroyable, c'est il y a une majorité de personnes qui vous disent que le musulman qui ne fait plus le ramadan, la jeune fille musulmane qui est en mini-jupe ou qui sort avec un infidèle, ils sont persécutés. Les musulmans modérés aujourd'hui sont persécutés parce que les islamistes tiennent ces quartiers. Nous le savons et vous le savez autour de cette table. Qu'on le veuille ou non, et on l'entend ici ce soir, il y a dans ce pays une haine des Arabes et des musulmans qui est que, pour certains, lorsqu'il y a un attentat, c'est une bénédiction qui permet de la haïr encore plus. Et on s'aperçoit parfois qu'ici, on peut aussi ressentir un sentiment, et c'est mon cas quand j'entends ces deux personnages, de honte puissante d'être dans un pays
ou quand on se hait soi-même, on dit que c'est à cause de l'arabe. Non. Je pense que vous pratiquez quelque chose que l'intellectuel Diego... Ah, vous êtes très démocrate. L'intellectuel Diego Fusaro appelle ça l'autoracisme. Parce que vous ne mentionnez jamais, dans toutes ces banlieues que vous trouvez fantastiques, le racisme le plus répandu, c'est le racisme envers celui qui a une tête de blond. Je ne parle même pas pour moi. Je parle pour des autres. Celui qui a une tête de blondinet, c'est lui qui est victime du racisme violent. Et il est agressé régulièrement. C'est rarement l'inverse. Les ratonnades, heureusement, ça n'existe plus. Mais les ratonnades envers les blancs, oui. Juliette Méadel, Pierre-Henri, Alexandre Delval, Jordan Bardella, merci à tous d'avoir été avec nous. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal, très très mal. C'est les Moix d'or. Yann, alors, le thème de la semaine, ce sont les couleurs. Les couleurs, Thierry. Gilet jaune, foulard rouge, on en voit toutes les couleurs. Ouais. Alors, je vais filer la métaphore sur les couleurs, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Moix d'or du rire jaune à Gad Elmaleh. Ouais. Alors, Gad Elmaleh, il est accusé une nouvelle fois de plagiat. Ouais. Il a plagié des humoristes américains comme George Carlin, Martin Mate, ou des humoristes français d'ailleurs, comme Danny Boone ou Donald Jacksman. Alors, faire rire avec l'humour d'autrui, c'est un peu comme se faire jouir avec le sexe d'un autre. C'est quand même... c'est un manque de respect, non pas pour le public. Le public, lui, s'en fiche, on lui donne à rire, il rit. C'est pas un manque de respect pour le plagier. Pour le plagier, c'est un honneur. Ah oui. Non, c'est un manque de respect pour soi-même. C'est-à-dire que c'est reconnaître tout d'un coup qu'on n'est rien du tout et que l'autre est tout, finalement. Le plagiat, c'est la jalousie plus le vol, l'impuissance plus l'indignité, la paresse plus le mensonge. Mais le plagiaire finit toujours par croire que ce qu'il a volé est de lui. Ça, c'est un truc que j'ai souvent remarqué. Eric Clapton a tenté de se hisser jusqu'à B.B. King, lui. C'était quand même quelque chose de louable. Gad Elmaleh, lui, a fait les poches de Danny Boone. C'est autre chose. Mais Gad Elmaleh reste quand même un génie, Thierry. Parce qu'il parvient à ne faire rire que lui-même avec l'humour des autres. Waouh! Ça fait mal, hein? Ça casse. Moix d'or, Thierry, le sujet est grave. À quelqu'un qui me rend vert de rage. Quelqu'un a osé profaner le Bataclan. Il y avait un dessin de Banksy sur une des ports du Bataclan. Quelqu'un l'a coupé pour le voler. Ça s'appelle pour moi une profanation. L'art sert souvent de pansement à l'horreur. Et là, c'est la mort qui était insultée par ce vol. On a dépouillé les victimes, non pas d'un dessin, mais d'un morceau de silence posé sur leur martyr. Celui qui a commis ce vol a prolongé la terreur par un autre moyen. Non pas en tuant des vies, mais en insultant des morts. Ce dessin n'a pas le droit d'être ailleurs que sur la porte du Bataclan. Ailleurs, il ne signifie plus rien, il dépérit. Ailleurs, il rature l'événement. Ce vol est un vol de mémoire. Posséder cette œuvre chez soi, c'est faire entrer un cimetière dans sa salle à manger. Toi qui jouis chez toi de cette œuvre, attention, ton visage sera dessiné par Banksy sur la porte de l'enfer. Wow. Le prochain va vous attirer des emmerdes. Celui de la vie en rose, comme Moix d'or. Ouais. Maxime Nicole. Ouais. Vous connaissez Maxime Nicole? Ouais. C'est pas grave. Bientôt, ça aura servi à rien de l'avoir connu un jour. Le gilet jaune Maxime Nicole a menacé de quitter la France si ses revendications n'étaient pas entendues. Ouh là là, Thierry, j'ai peur. Hier, monsieur Raymond Lepelletier d'Autun a menacé de se désabonner de Mots Fléchés Magazine si une nouvelle coquille apparaissait dans une grille. Ce matin, mademoiselle Géraldine Audion d'Étampes a menacé de ne plus venir acheter sa baguette tradition à Carrefour si elle continuait d'être trop cuite. Et un ramasseur de balles a menacé de boycotter la finale de Roland-Garros au mois de juin. Regarde, Gad, je vais citer mes sources. Sioran, j'ai voulu être oublié et j'y suis arrivé sans peine. Ouais. Et Wikipédia, alors pourquoi Wikipédia? Ça, c'est Moix d'or, ce qui me rend blanc comme un linge. C'est les wikipédistes. Je ne supporte pas les wikipédistes. Ce sont des gens qui connaissent mieux votre vie que vous. Donc, ils savent mieux ce que vous êtes, qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez et avec qui. Ils le savent. Vous ne savez pas vraiment qui vous êtes et quelle est votre vie, mais eux, vous les appelez et ils vous le disent. Ceux qui, après avoir inventé, pour vous nuire, une biographie qui n'est pas la vôtre, vous empêchent de la rectifier. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas Mais avoir c'est vrai. d'influence sur votre propre destin. Ouais. C'est ce qui arrive notamment à l'actrice Olivia Colman de la série The Crown. Mais aussi, je crois à vous, cher Thierry, il y a quelques années. Moi, c'est pareil. Si Milan Kundera écrit que je suis un génie, ça n'apparaîtra jamais sur Wikipédia.
Mais si Arnaud Lagrange des Échos du Gâtinais prétend que je suis une merde, alors ce sera dûment référencé. Pour les gens de Wikipédia, si Proust vivait, ce ne serait pas un grand écrivain, non, ce serait un asthmatique graphomane. Oscar Wilde serait un alcoolique pédophile. Michel Petrucciani serait un nain fan de Duke Ellington. Jean-Sébastien Bach, pour un wikipédiste actuel, serait un catholique intégriste un peu répétitif. Eh bien, on est vraiment dans la fange wikipédique et gestapédique, mon cher Thierry. Mais puisqu'on est dans Bach, je vais citer Sioran. Tu vois, Gad, c'est pas dur de citer ses sources. Avec Bach, la vie serait supportable, même dans un égout. Merci Yann, on se retrouve ici la semaine prochaine. Bravo. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche, c'est shopping. Et j'accueille Pierre Arditi, Michel Leb, Sandrine Quétier et Chris Marquez. C'est dur, hein? Ça y est, c'est fini, on est crevé. Ah ouais, c'est sûr, là. On arrête. Non, parce que ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est qu'avant de descendre, vous l'avez monté l'escalier. Et on a mis un temps fou à monter. Eh oui. Pierre, il est parti avant-hier. Oui. Alors, Pierre Arditi. Vous êtes ici ce soir, Pierre Arditi, pour que je vous pose des questions lamentables. Et je crois que vous n'allez pas être déçus. Par exemple, ça a été l'escalier, la hanche, ça a tenu bon C'est pas la hanche qui pose problème. C'est les genoux, c'est très sympa, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, vous verrez, ça va, vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Alors, allons-y. Alors, vous avez déclaré, je suis un grand-père complètement gâteux. Pourquoi préciser grand-père? Tu nous entends? Et donc, il y aura une réponse à donner. Non, il n'y a pas de réponse, c'est lamentable, et puis c'est tout. Hein. Alors, si ce que je vois de moi est la vérité, je suis en fin de carrière. Alors, j'ai trouvé une photo de vous au réveil. Oui? Regardez. C'est lamentable. C'est lamentable. Ouais. Alors, au point où on en est, je crois que le plus simple pour évacuer le sujet, c'est de regarder tous les lamentables. Un best-of de lamentables. Faisons ça. T'es pas venu pour rien. Ah non, ça. Magnéto, Serge. C'est lamentable, cette émission est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Hein. Une fois de plus, c'est lamentable. Hein. C'est lamentable. C'est nul. Lamentable. Lamentable. C'est lamentable, honnêtement. Ça, c'est vraiment lamentable. Cette émission est vraiment lamentable. Et voilà, lamentable. Je vous fais pas lire, hein. Alors, Pierre Arditi, vous êtes ici ce soir pour une pièce de théâtre. Oh, sans déconner, c'est rare. Sans déconner. Donc vous partagez l'affiche avec Michel Leb. Oui. Oui, c'est un peu le problème. Oui. C'est lamentable. Est-ce que quand vous avez rencontré Michel Leb, est-ce que vous avez été étonné qu'il n'ait pas l'accent africain? Alors ça, c'est intéressant comme question. Alors la pièce s'appelle Compromis. Une pièce en deux mots. Ouais. Non, c'est une pièce en un seul mot. C'est une pièce de Philippe Claudel, mise en scène par le grand Bernard Murat. Le pitch, Pierre Arditi est obligé de faire un compromis et il partage l'affiche avec un gars qui fait la mouche. Exactement. Alors l'avantage de faire la mouche, c'est que les mouches vous ont jamais accusé d'être raciste, par exemple. Ça, jamais. Ça, c'est l'avantage. Vous êtes très amis des mouches. Même les mouches Ahmed? Même les mouches. Pas mal. C'est lamentable. Pas mal. Ce regard se baffie avec bonheur, parce que j'aime beaucoup. Et alors, il a cette petite nouvelle coupe de cheveux un peu grisonnante, comme ça. Bah, t'as bien fait une extension du pénis, j'ai droit. Arrête. Mais enfin, enfin, ça. Mais c'est pathétique. Ouais. Un nouveau c'est jingle. Ça y est. T'inquiète pas que... Alors, Pierre, ce qu'on va faire, on va commencer, Pierre, une nouvelle série, si vous voulez bien, de pathétique. Oui, donc on a 10 ans qui viennent. Oui, bon. On va oublier lamentable et on va faire pathétique, d'accord? Ça marche. Alors on danse. Alors on danse.
Alors, Sandrine Quétier et Chris Marquez, rebonsoir. Bonsoir. Alors, on danse, évidemment. C'est le titre du spectacle de Chris Marquez et Jacqueline Spencer, dont vous êtes, Sandrine, l'une des guests. Oui. Voilà. Alors, c'est en tournée dans toute la France à partir du 3 avril et au Casino de Paris le 3 mai 2019. Voilà. Alors, Sandrine, vous avez quitté TF1, mais pas Chris. Non. Que vous avez connu, en fait, sur Danse avec les stars. Vous Oui, avez fait 6 ans de Danse avec les stars, hein. Et vous avez fini par voir des stars, finalement. Plein. Ah ouais. Ouais. Et donc, vous aimez la banane de Chris. J'adore sa banane, oui. C'est qu'elle tient avec du cambouis. Non. En fait, comme il est d'origine portugaise, les gens croient qu'elle est en ciment. Elle n'est pas en ciment. Non. Elle est carrelée aujourd'hui. Elle est carrée, bah oui. C'est bien parce qu'on n'est pas dans les poncifs ni les clichés. Non, du tout, pas du tout. Non, et puis c'est un joli niveau. C'est un joli niveau de conversation. C'est bien. Comment t'as dit tout à l'heure? C'est pathétique. Pathétique, voilà. On est parti. On est parti sur 10 ans de pathétique. Thierry, c'est pathétique. Pathétique, ah ouais. Ah, c'est bon, ça. Pathétique. Très bien, Laurent. Oui, j'aime bien ça. Bon, alors on danse. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Quelle prestance! J'arrive de mieux en mieux. Ah, il arrive, il est Je là. réussis mieux mon entrée. Moi, je vais essayer de lancer le jingle aussi bien que vous êtes entré. 1, 2, 3, jingle. Allez, on commence par la France, évidemment, les gilets jaunes. La semaine dernière, la blessure à l'œil de Jérôme Rodriguez inquiète le gouvernement. Bah, j'espère bien. Hein, c'est clair que là, les forces de l'ordre ont dépassé les bornes. Côté gouvernement, Christophe au voisin. Christophe Castaner l'affirme, s'il y a une faute, elle sera sanctionnée. Voilà, on le sent pas très serein en ce moment, notre ministre de l'Intérieur. Je pense qu'il commence à être solidaire avec Jérôme Rodriguez parce que vraisemblablement Castaner, il dort que d'un œil aussi en ce moment. Gilet jaune encore. Un autre leader, Maxime Nicole, alias Flyrider, menace de quitter la France s'il n'y a aucune avancée. On a des réactions sur Twitter, notamment celle de Florent Pagny qui dit « J'ai déjà essayé cette menace, ça marche pas ». Et Macron, évidemment, pas cap. Emmanuel Macron qui, cette semaine, aurait déclaré « Je marche sur la glace ». Et nous, on pensait avoir élu Kennedy et bim, on se retrouve avec Candeloro. Élection européenne à droite. D'abord, Wauquiez choisit un trio emmené par François-Xavier Bellamy. Il est venu d'ailleurs chez vous il y a quelques semaines pour la liste LR. François-Xavier Bellamy, Agnès Evrin et Arnaud Danjean sont les trois. Ça faisait longtemps que chez les Républicains, on n'avait plus vu de nouveaux visages. Enfin, je veux dire, à part celui de Rachida Dati. Ah ouais. Non, c'est pas bien. Non. Elle aime pas, Thierry. Elle aime pas qu'on se... Elle l'a dit cette semaine, elle a dit Rachida a poussé un coup de gueule, elle a dit après les critiques sur son physique, elle en a marre. Alors on va mettre les choses au point, Rachida Dati. Moi, c'est pas son physique que je critique, c'est son chirurgien. De l'autre côté... À gauche maintenant, avec Place Publique, Raphaël Glucksmann se donne 2 mois pour unir la gauche. Waouh! C'est déjà drôle, là. Ouais, je serais lui, je commencerais par un objectif plus accessible, je sais pas, régler le conflit israélo-palestinien, un truc un peu... Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, bim, le lendemain, Anne Hidalgo soutient Place Publique. Là, je pense vraiment qu'il n'y a pas pire soutien. Enfin, il y avait Ségolène Royal et Nordal Lelandais, mais... Vatican. Le pape dit non au mariage des prêtres. Tout de suite, le cardinal Barbarin a tweeté... Et pour l'adoption, comment on fait? Émirats arabes unis.
Aux Émirats Arabes Unis, un prix pour l'égalité femmes-hommes a été décerné, mais seulement à des hommes. C'est bien. Oui, bon, non, on va pas leur jeter la pierre. Bah, d'abord parce que c'est pas toujours mieux en France, et puis surtout parce que là-bas, c'est pas aux hommes qu'on la jette, la pierre. People, une immense statue de Johnny Hallyday bientôt à Paris. Ils savent pas encore où la mettre, alors j'espère juste qu'elle attirera pas trop les pigeons. Et je ne parle pas de David et Laura. Allez, les brèves. Allemagne. Le premier et unique hôtel de la saucisse au monde a ouvert. C'est un charcutier allemand qui a ouvert un hôtel où on retrouve de la saucisse partout. Alors évidemment au menu, mais aussi, et c'est plus rigolo, sur le papier peint, sur le savon et en oreiller. Voilà, ce qu'Émeric Caron appelle la maison des horreurs. À New York, une femme de ménage coincée 3 jours dans l'ascenseur d'un milliardaire. Et c'est toujours moins grave que si le milliardaire était resté coincé 3 jours dans la femme de ménage. Oui. C'est bien pour des SK. Ouais, c'est ça. Revenons en France à Montbéliard. Il paie sa console 9 € en la pesant au rayon fruits et légumes. C'est malin. C'est malin et peut-être que Carlos Ghosn aussi, il avait pesé sa déclaration fiscale au rayon fruits et légumes à l'époque. Et la dernière en Lorraine, elle écoute Jeanne Masse au volant. Son autoradio prend feu. Oui, mais c'est quand même chaud, quoi. Écouter Jeanne Masse et finir comme Jeanne d'Arc, c'est chaud, c'est chaud. Allez. On termine avec l'artiste de la semaine. Ah, ça, ils sont cultivés, votre public. Ils aiment bien découvrir. Et cette semaine, Mircea Cantor, un artiste et performeur roumain qui expose en ce moment à Paris au musée de la Chasse. Il partage son temps entre Paris et la Roumanie, un petit peu comme Leonarda. Sauf que lui n'a pas humilié François Hollande et n'est pas moustachu. Alors, dans l'expo, vous pourrez retrouver ceci, notamment. Voilà, c'est des masques. Alors attention, ne les portez pas pour une balade en forêt. Déjà que les chasseurs français sont pas hyper physionomistes, mais là, ce serait de la provocation. Voyons-en un de plus près et vous allez le reconnaître, évidemment. C'est Jean Lassalle avec une barbe de 3 jours. Ouais. Incroyable. Autre œuvre intéressante, voilà, une sculpture réalisée entièrement avec des décorations de Noël, ce qui distingue Mircea Cantor de Rocco Siffredi. Le premier fabrique des cerfs avec des boules, tandis que le second démonte des biches à l'aide des siennes. Mais penchons-nous sur toute l'œuvre, hein, parce que là, voilà, c'est que ce que vous allez voir au musée de la Chasse. Mais voilà, ça c'est l'une de ses œuvres importantes. On sent l'influence de son pays natal, de la période communiste, de gros paquets cadeaux, mais avec rien à l'intérieur. Il critique également la religion, notamment devant la scène. Ce tableau, vous voyez des baguettes, vu que Jésus multipliait les pains. Et quand on regarde de plus près les baguettes, et ben voilà, on se rappelle les petits déjeuners de Frédéric Becbédé. Drogue encore, une œuvre qui rappelle à Doc Gineco de ne pas oublier son herbe dans ses poches avant de faire sécher son pantalon. Et ici encore une œuvre intrigante, Diamond Corn, genre de sextoy en maïs. Et là, attention mesdames, si vous le laissez trop longtemps, c'est un coup à péter du popcorn. Et c'est la raffinée du jour. Et des photos conceptuelles aussi, pour terminer. Je crois qu'en roumain, l'expression « il n'a pas inventé le fil à couper le beurre » se dit « il n'a pas inventé les ciseaux à couper l'eau ». Et la dernière, une œuvre qui confirme cette étude selon laquelle 3/4 des musulmans ne connaissent pas vraiment la direction de la Mecque. Alors allez voir Mircea Cantor au musée de la Chasse à Paris jusqu'au 31 mars. Parce que là, c'est comme la politique. Pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, c'était avec Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, sur scène, à Paris et dans toute la France. Et maintenant, c'est shopping. Parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Tu connais ça? Tu vas jamais T'inquiète pas, détends-toi, c'est rien, c'est rien. C'est un mauvais moment à passer, c'est pas grave. Je suis impressionné. C'est pas grave, t'inquiète pas, non. Franchement, lui, parce que. Je suis très émotif. Ça lui fout la trouille, le petit, là, voilà. Ça fait plaisir de voir le Moped Show. Hein. Oui. Alors, on y revient. Donc, là, pour le moment, vous êtes tranquille. Sandrine Quétier, Chris Marquez, rebonsoir. Alors, Sandrine Quétier, vous étiez une valeur sûre de TF1. Vous présentiez Danse avec les stars et 50 minutes inside, ce qui vous permettait d'avoir une vie relativement confortable. Et puis l'année dernière, vous avez tout plaqué. Et aujourd'hui, vous vous consacrez à votre nouveau métier, donc comédienne. On vous a vu dans Joséphine, Ange Gardien, on vous a vu dans Magellan, sur France 3, voilà. Et vous continuez la scène
avec votre groupe de rock, les Jokers, donc. Vous êtes dans le spectacle Alors on danse de Chris Marquez. Voilà. Vous avez dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et malheureusement, vous l'avez fait. Alors, Sandrine, qu'est-ce qui vous a vraiment décidé? Ce qui m'a décidé, c'est que j'avais vraiment envie de faire de la comédie. J'en avais déjà fait. Que c'était compliqué d'en faire sur TF1 parce que je faisais déjà beaucoup de choses et que moi, je me suis toujours dit que j'irais au bout, même si je me plante, et que je voulais pas avoir de regrets et je voulais pas finir aigrie de pas l'avoir tenté. Ouais, c'est bien. Donc je le tente. C'est bien. Vous l'avez Voilà. tenté, ça se passe pas mal. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il n'y a pas de passe droit. Hein. Vous tapez tous les castings. Oui, ouais, avec plus ou moins de C'est la bonheur. face nord en hiver avec des tongs. Hein, Ouais, quand c'est même, ça, un et peu. plus Ouais. ou moins de succès, mais Ouais. voilà. Mais c'est bien, j'apprends et je suis ravie. Enfin, en comédie, quand même, regarder Julien Lepers danser et dire que c'est bien, c'est déjà de la comédie. Alors évidemment, la presse télé vous a déjà mis dans les que sont-ils devenus. Ah oui, j'adore. Dès qu'on ne te voit pas pendant un mois, Ouais. C'est ça. tu es dans les que sont-ils devenus. Donc, c'est flippant quand même, parce que quand on voit la photo, on dirait vraiment une alerte enlèvement. Oui, c'est ça. Que devient l'ancienne animatrice de Danse avec les stars? Voilà. Nous l'avons retrouvé au centre casino de Périgueux. Ouais, voilà, Donc, vous n'allez pas commencer à me vanner, vous? Mais bien sûr que si. Michel, tu parleras quand on t'aura interrogé. Il est con. Bon alors. Oui. C'est un mauvais moment à passer. Bah oui, je sais. Écoutez, en tout cas, on est de tout cœur avec vous. C'est très gentil. Mais franchement, Merci. parce que je sais ce que c'est. d'avoir Le faim. chant. Non, pardon. D'avoir faim et d'avoir froid. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Alors, on va regarder votre groupe parce que. Ah, bah oui. Ah ouais, formidable. Eh, je vais dire Magnéto Serge. Magnéto Serge. With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of your poison. Paralyzed, I'm addicted to you. Don't you know that it's toxic? And I know what to do. Don't you know that it's toxic? Toxic. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Toxic. Ah voilà, donc un héros. C'est pas mal, hein. C'est la fille de 50 minutes inside et de Danse avec les stars. Elle fait du glam rock. Eh oui, eh oui. Alors, Chris Marquez, donc champion du monde de salsa. Oui. Et de métage de notes. Paraît-il. Alors, vous venez de faire votre 9e saison de Danse avec les stars, dont vous êtes toujours le juge le plus craint, quand même, hein. Oui, je ne sais pas trop pourquoi. Ah, les gens vous craignent. Pourtant, je suis bien petit pour faire peur. Hein. Bah ouais, vous êtes petit, vous Oui, êtes mais méchant. les gens t'appellent l'enculé, je sais pas. Peut-être que tes notes font peur, je ne sais pas. Comment c'est possible? Mais c'est C'est possible. Alors, comment ça va avec Camille Combal? Super. Une très très bonne addition à l'équipe. Il paraît que pour la saison 10, vous allez recruter Marlène Schiappa, c'est vrai? Et Baffy, vous lui avez demandé à Baffy? Non, pas encore. Ah bah ouais, Pas encore, mais justement, c'est ce qu'on aimerait savoir. Ça vous intéresserait ou pas? Parce que Oui, Marlène beaucoup. Schiappa, elle a déjà un contrat avec C8. Oui, ça m'intéresserait beaucoup, ce serait comme un rêve pour moi. Un rêve éveillé. Moi, ce serait un rêve pour moi. Franchement, j'adorerais voir ça. Ouais. Laurent, combien tu prends? Ah, moi, si je fais ça, c'est pour des assos, mais Ah ouais. je leur ai déjà demandé pour des assos. Ils ont dit non. Ah merde. Parce que quelle sauce, par exemple? La saucisson, par exemple. Ah, ça, c'est très C'est drôle. pathétique. Ça, c'est formidable. Elle est splendide. Les assos, ils sont. Oh la vache. Et ce mec juge l'humour. La sauce, c'est pathétique. Et voilà, on y est. Et voilà. Une nouvelle époque commence, l'époque du pathétique. Alors, J'ai la danse dans la peau, il faut le savoir. quand on voit votre énergie, on a du mal à croire, Chris Marquez, qu'à l'âge de 20 ans, vous étiez atteint du syndrome de la fatigue chronique. Ouais. Oui, je l'ai eu pendant 10 ans. Non, mais c'est dû à quoi? On sait toujours pas. Non, en fait, vous avez arrêté le shit et après ça allait, non? Ah, tout d'un rien. coup, d'un jour à l'autre, ça a fonctionné. Donc, Ouais, voilà. c'est marrant, hein. Non, mais c'est... ouais. Oui, j'étais malade pendant 10 ans, mais c'est bien plus que simplement être fatigué Ah ouais? en permanence. C'est l'impression d'être en Corse toute la journée un peu. C'est votre femme, Jacqueline? Ah, Absolument. Jacqueline. Tu la revois, Jacqueline? Ouais, elle est C'est très sa cool, femme. très cool. De temps en temps, on se voit. C'est sa femme. Et alors, elle vous a... Jacqueline, c'est pathétique. Jacqueline vous a aidé à vous en sortir. C'est Jackie qui s'est occupé de moi justement pendant ces 10 ans. Ah ouais. Et voilà. Ils sont ensemble depuis 22 ans, quand même. Absolument, oui, on s'est rencontrés à 18 ans. D'accord. Alors, dans le domaine de la danse, vous aviez tout fait, sauf
créer un show. Absolument. C'est fait, Ouais. ça s'appelle... Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. C'est un spectacle où vous mixez danse en live et Oui. vidéo. Voilà. Absolument. L'idée, c'est ça. Hein. Ouais, le spectacle est écrit comme un scénario de film, mais le fait le plus important, c'est que c'est le premier spectacle au monde en réalité augmentée. Et voilà. Et voilà. voilà. Alors, on est à la fois dans le réel et dans l'irréel, donc grâce à des écrans LED, des hologrammes, du mapping. C'est vrai que c'est un spectacle en réalité augmentée. Et les gens aujourd'hui ne savent toujours pas ce que c'est, ce qui est normal. C'est une première. Ils savent pas. Honnêtement. Regardez. Mais Ils ont c'est du le mal futur. à régler la TSF au camp. Connard. Pathétique. On se fait chier à faire. Il n'est pas tellement plus jeune que nous. Bon, alors, c'est pas grave, allons-y. Alors, est-ce que Sandrine fait partie de vos effets spéciaux? Sandrine, elle est avec nous en spectacle absolument, mais elle est là pour chanter justement. C'est une de ses passions. Je ne vais pas parler pour toi, mais bon. Non, non, c'est exactement C'est ce que tu fais, continue. Mais bah non, mais tu le fais très bien. très bien, là. Ouais, voilà. Et donc, une de ses C'est passions, Jeff c'est Panaclock, justement... t'as vu? Oh, elle est énorme, celle-là. Ça va le bras, ça te gêne pas trop? Alors on danse, en tournée dans toute la France, à partir du 3 avril 2019, c'est à Béziers, Absolument. premier Au jour à Zingazanga. Béziers, voilà. Ouais. Et ensuite, alors voilà, le Casino de Paris. On est complet au Casino de Paris, mais Ah ouais, bah eux aussi c'est sont super. complets. Évidemment, vous êtes tous complets, là. Pourquoi Ouais. vous êtes là, Mais en parce fait qu'on est content de te voir, Ah oui, c'est Thierry. gentil. Voilà, Bonne bah oui. réponse, bonne réponse. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Pierre Arditi. Michel Leb. Bien. C'est bien, Michel. Sandrine Quétier. Elle doit dans la bouche, c'est bien. Chris Marquez. Et Laurent Baffy. On continue avec Shopping, la promo qui s'affiche. Alors, Pierre Arditi, Michel Leb, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement à l'affiche de Compromis, une pièce de Philippe Claudel, mise en scène par le grand Bernard Murat, que je salue d'ailleurs, au Théâtre des Nouveautés. Voilà. Cette fois, c'est pas Très Édouard bien. VII, au Théâtre des Nouveautés. Jusque-là, c'est parfait. Voilà, et avec vous sur scène, il y a Stéphane Pézra. Voilà, exactement. Jusque-là, on est à la télé, tranquille. Voilà. promo. Hein. Voilà, oui. C'est le duo-duel de la rentrée. Duo-duel. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Oui. Et Pierre Arditi et Michel Leb, c'est un sacré compromis. Oui. Oh là là. Il y a de l'écriture. hein. On peut le dire. C'est bizarre quand même d'avoir réuni le gars de la pub du Crédit Lyonnais et le gars de la pub Bégon Jaune. Magnéto, Serge. Vous m'éclairez. Je décide. Alors heureux? Comment ne pas l'être? On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Quelle grande idée. Mais il faut bien. Je savais bien aussi que ça allait. Ça commence bien et là, C'est toujours pareil. On est au c'est sommet pathétique. du pathétique. Du pathétique, Mais voilà, on n'est mais plus bon. du tout dans le lamentable. C'est quand même très intéressant. Enfin, vous êtes enfin réunis, on est ravis évidemment de vous voir. Il y en a un qui fait parfaitement l'Africain et l'autre qui est parfait dans le rôle du mec consterné par les vannes de Thierry Ardisson. On est d'accord? Très bien. Alors, ça sent l'émission lamentable. Hein. Là, je jusque-là, crois qu'on là, est- c'est- là. on est au top. Là. C'est lamentable. On est au top. Ça Alors, crougnoute un maximum. je dois dire. Alors, Pierre Arditi, Je connais pas ce texte. vous l'aimiez, Michel Leb, ou c'est quelqu'un que vous étiez sympathique? Michel Leb. Michel Pourquoi Leb, vous me vous le demandez pas trouviez moi si sympathique? j'aimais bien Pierre Arditi, moi. Mais on va y venir. Ah, d'accord, merci. J'aime bien Michel Leb. Oui. Ouais. Enfin, je l'aimais bien comme Vous ça. l'aimez bien avant?
Je l'aimais bien avant, je le trouvais sympathique, je trouvais qu'il avait du talent. Là, Mais vous ne le connaissiez pas, en fait. Et depuis on ne se connaissait pas énormément. Voilà. On passait... Là, vous êtes rencontrés. Et là, maintenant, on s'est rencontrés. Et je dois dire que c'est une rencontre très agréable et très fraternelle. Michel Leb, vous ne trouvez pas qu'il cabotine un peu quand même? Non, moi j'ai toujours aimé ça. Quand je l'ai vu, c'est mes grands-parents qui m'ont demandé d'aller le voir quand j'étais tout petit. Et il jouait à Alençon, un remake de Nicolas et Pimprenel, et il était remarquable. Tu as oublié Sarah Bernard, mais si tu peux sortir Sarah Bernard... J'aimerais beaucoup sortir Sarah Bernard, parce que j'avais de l'admiration pour lui. On est bien, là. Ils sont pires que nous deux. Hein. Là, c'est Pipo et Mario font du théâtre. Là. Pipo et Mario. Alors, le fait que Michel Leb ait tourné dans Godfinger, ça vous gêne pas? C'était un porno, ça? Oui, Godfinger, certaines chattes n'aiment pas le mou. Voilà, le véritable. Certaines chattes n'aiment pas le mou. Non. Tu connais J'avais pas? tourné ça quand t'as jamais vu j'avais ça? 20 ans, j'ai tourné ça effectivement pour payer mes études. Voilà. Et puis c'est pas grave, hein. Évidemment, et surtout... J'en ai fait un, moi aussi. Ah non, mais c'est un scoop. Ça s'appelle Alice et Chloé, un truc comme ça. Ça bouffe la chatte? Non, je l'ai vu celui-là. Ça a été tourné par un cinéaste qui était très connu, qui s'appelait René Guinville. Ah ouais, voilà, ouais, oui. un- Alors, c'est un mage un peu illuminé comme ça. C'était un vrai porno ou c'était Non, un vous avez film déjà érotique? vu C'était un film érotique, on dirait. Oui, Ah oui. moi aussi, c'était un film érotique. Il n'y avait Bien, aucune scène alors, de nu. hein. Sur l'affiche, qui a la photo la plus grande? Sur quelle affiche? L'affiche du théâtre. Je m'en fous. Oh, bah, moi aussi. Bon, lui... Je regarde, je crois que celle de Leb est un peu plus grande. Non, Les mêmes. pas du Non. tout. Je m'en fous Complètement, moi aussi. Alors, Qui est le plus payé? le plus payé, alors ça, moi, je sais que je suis payé comme lui. Ils sont cons. Ah, je vous adore. C'est très bien. Oui, j'adore. Voilà. Et lequel connaît le mieux son texte? Alors c'est aucun moi. de nous deux. Non, c'est moi. Non, alors ça, franchement, le mec- je vais vous expliquer comment Pierre travaille. je vais vous expliquer Non, mais comment- laisse-moi, Vas-y. tu permets? Oui, vas-y. Alors voilà, comment ça se passe quand Pierre est en scène. Ouais. Donc quand il a soi-disant travaillé depuis 6 semaines le texte. Alors je vais te dire une chose. Alors écoute-moi bien. Alors je vais te dire. Pendant ce temps-là, il cherche le mot qui va suivre. Alors je vais te dire, voilà, ce n'est pas bien. Voilà. Donc il met 25 minutes avant de sortir Ce qui la fait que la première pièce phrase. est beaucoup plus longue, en fait. Bah, évidemment. Donc, Les gens sont à 1h du matin. Alors tout le monde se dit c'est extrêmement drôle, mais en fait il rame. Voilà. Et donc, je vais donc vous expliquer le mode de fonctionnement de mon ami Michel Bien Leb, qui sûr. lui est dans le système absolument inverse, n'est-ce pas? Car il a les mêmes trous de mémoire que les miens, Ouais. mais simplement ça ne se décrit pas de la même manière. C'est-à-dire que lui, il a mémorisé les blancs magnétiques entre un mot et un autre mot qu'il n'arrive pas à trouver. Ouais. Alors il fait, alors je voudrais vous dire que si tu ne veux pas... Et donc, si tu veux... Le public ne sait pas ce que c'est que le blanc magnétique. En réalité, la vraie durée de la pièce... La vraie durée de la pièce, c'est 24 minutes, mais Oui. entre nous deux, Oui, ça dure un peu plus longtemps. 1h45. Ah, je voilà. vous adore. Je vous adore, je me réjouis d'y aller. De toute façon, Arditi, je vais voir toutes tes pièces, tu le sais bien. Bon, alors, Moi, le je pitch. suis de la merde. Arrête tes conneries, pourquoi tu dis ça? Écoute, Michel. Arditi, c'est Non, formidable. non, Arditi, Arditi, mais pas ça. Arrête, mais si. Mais non, Michel, moi, je me mais casse. non, arrête, Attends, Michel, arrête, Michel. Michel, retenez-moi, Michel, Michel, reviens, Robert. Alors, le pitch, c'est deux amis de 30 ans qui sont dans un appartement Et qui vide. font plus. Pierre Arditi, vous êtes un comédien médiocre. Absolument. Non, mais revenons à la pièce. Mais c'est- Michel Leb. Il est bon, il est bon. Vous êtes un dramaturge. Vous êtes un dramaturge raté. Voilà. Alors, Pierre vend son appartement et il a demandé à Michel d'être présent pour la signature du compromis avec l'acheteur. Donc, en attendant l'acheteur, ils commencent à discuter. Puis, comme souvent dans ce genre de situation, ils finissent par se dire leur cas de vérité. Ils finissent par s'engueuler. Ça donne pas envie. Hein. Si. Alors après, Claudel, il est con. Ce mec est pitoyable, mais c'est bordélique. Ça, c'est pour après. Ça, c'est quand on aura 80 ans. Je te propose que tous nos 70 ans, on les fasse sur pathétique, et quand on aura 80, on passe à l'autre adjectif. Ça marche. Alors, évidemment, il y a un compromis avec l'acheteur, mais il y a aussi des compromissions. C'est ça qui est intéressant. Non, C'est-à-dire pas que de compromission. vous demandez à Michel de ne pas dire qu'il y a de l'amiante dans les murs et que les tuyaux sont en plomb. Donc ça, c'est de la compromission, évidemment. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Alors
est dans l'ancien. Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Mais tu vas l'entuber. Voilà, vas-y. Arrête ta connerie maintenant. C'est suffit. Arrête de me dire des saloperies, t'as compris? Arrête ça. Aujourd'hui, alors je suis déjà dans un état. Oh bordel, oh bordel, oh putain. Oh putain, c'est lui, je suis dans un état épouvantable. Ça, tu vas me le payer, mon fumier, tu vas me le payer, ça. Oui, ça doit être mon côté rassurant. Il faut absolument que vous vous lanciez sur les planches malgré votre âge. Hein. Ah là là. Hey, tu m'étonnes que c'est complet. Moi, j'ai trouvé des places au mois de mars. Hein. Ah oui. Ah ouais. Alors, le seul problème, évidemment, c'est comme samedi, par exemple, le postillon. Là, vous avez fait un postillon samedi. Et d'où il sort? Mais comment c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça. Bah oui. Qui, oui, alors. Bah, tout le monde en parle. Alors on ne crache pas sur son public. Postillon, le postillon. Non, c'est pas ça. Le postillon a déclenché un Là, fou on rire est dans la quintessence de ce qu'un ringard peut faire pour attirer l'attention sur lui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai dû avoir un petit machin comme ça. L'autre a fait comme si je lui avais glavioté. Ah non, t'es en face. Il avait comme ça. Pile en face. Donc les gens ont fait du la gueule. Tu l'as pris où, le postillon, Michel? Non, je l'ai pris dans l'œil. Oh merde, comme Rodrigue. Comme Rodrigue. Comme et puis Rodrigue, tu l'as pris dans l'œil, le Surtout, postillon. comme dit Jean-Marie Bigard, c'était un mâle. Alors je te dis pas, plaf. Les gens dans la salle ont adoré, évidemment, parce qu'après, vous n'arriviez plus à jouer, vous étiez mort de rire. Oui. C'est des grands moments au théâtre. ça. Oui, grand moment. Ça faudra pas trop le répéter. Si Murat entend ça, on va se faire cogner, je te le dis. Alors, toujours est-il que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde et que maintenant, vous êtes ensemble tout le temps. Et là, par exemple, sur la photo, vous essayez de faire un selfie. Alors, ce qu'il faut quand même vous dire, c'est qu'un selfie, c'est dans l'autre sens. C'est vieux. Hein. Michel, le selfie, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est génial. Elle est géniale. Ouais. Ils essayent, les pauvres, ils essayent d'être... La vieillesse est un naufrage. Ils essayent d'être modernes. Alors, Pierre, est-ce que vous avez beaucoup de compromis dans votre vie, Pierre Arditi, à parvenir dans cette émission, bien sûr? Bah, ça, c'est une compromission, ça. Qui dure depuis longtemps. Des compromis, mais oui, on passe sa vie à en faire des compromis, bien sûr. Ouais, que bien oui. sûr, Le compromis, c'est la concession qu'on peut faire à l'autre pour que la relation puisse continuer. Il y a du À sens. propos de concession, t'as réservé ta place? Mais j'ai honte. C'est des trucs qui se prévoient, ça, hein? Alors, maintenant, je vais vous laisser tous les deux ensemble, comme d'habitude. On va faire une interview star by star. Salut Pierre. Salut Michel. Ça fait plaisir de te voir. Bon, on se voit tous les soirs, mais ça fait plaisir quand même, non? Je sais pas comment me débarrasser de toi, mais enfin, ça C'est pas grave. va sûrement y arriver. Alors, tu pensais quoi de moi avant qu'on se rencontre? Rien du tout. Ah bah c'est agréable. Mais absolument rien. Et toi, tu avais quelle image de moi? Alors écoute, moi, tu m'as toujours fait penser à un gros bourdon, tu vois. Et quand je t'ai vu faire le bourdon, le... Non, tu ne fais pas bien. C'est... Voilà, c'est ça. Pareil. Ça, c'est mieux. C'est plus difficile à faire. Si tu veux, je peux te faire la mouche également, si tu veux. Ah oui. Le bourdon, c'est... Et le moustique. Tu peux faire le moustique? Ah oui. Non. Fais-moi le moustique. Ah non, je peux pas le faire, vas-y. Qu'est-ce que tu n'as pas osé me dire? J'ai pas osé te dire... Oui, fais très attention. Rappelle-toi qu'on joue ensemble dans le... J'ai pas osé te dire que, malgré tes volontés de faire un régime, tu te précipites systématiquement sur tous les gâteaux qui passent. Tu es lamentable. C'est dommage, parce que je t'aime beaucoup. Oui. Mais malheureusement, tu ne fais pas ce qu'il faut. Je te remercie. Je t'en prie. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui t'énervent? Oui, parce que c'est-à-dire que tu es d'une mauvaise foi tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'en général, tu me balances à la gueule des choses que tu devrais d'abord te reprocher à toi-même. C'est la mauvaise foi la plus ignoble que j'ai jamais entendue. Le premier, s'il y a des trous en scène, c'est toi. Le premier qui bouffe des gâteaux dans la loge, c'est toi. Et tu me le jettes à la gueule, comme ça, pendant ce temps-là, on ne s'imagine pas que c'est toi qui le fais. Petit tordu. Mais comment tu peux parler comme ça? Mais tu devrais avoir honte. Toi qui as voté Macron. Oui. Et tu n'as pas honte d'avoir voté Macron? Non, pas du tout. D'ailleurs, apparemment, tu as fait la même chose. Oui, c'est vrai. Oui, alors...
Alors, en quoi je pourrais m'améliorer d'après toi? Alors, en tout, je te le dis C'est en tellement tout, quel que évident. soit. Et tu comptes être comédien longtemps encore? Comme toi, Oui, tu sais, oui. comme toi, tu sais qu'un comédien qui joue plus, c'est un comédien qui est mort. Oui. Donc oui, la retraite pour un acteur, c'est la mort. Donc je compte exercer jusqu'à ce que on décide à ma place que ça devra s'arrêter. Elle est sympa cette EHPAD. Hein. C'est pathétique. Merci. Thierry, quand on sait qu'ils se détestent dans la vie, c'est quand même C'est des très bons fort. acteurs. Voilà, c'était les Terriens du samedi, avec Mathieu Ricard, Pierre Arditi, Michel Leb, Sandrine Quétier, Chris Marquez et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec du foot tout de suite sur C8. Reims, Marseille. À demain pour les Terriens du dimanche. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.